Donc ici, on va comparer les différents niveaux d'énergie. On va voir que les choses ne sont pas aussi évidentes à RMN que pour les autres spectroscopies. Donc en UV, la transition, c'était une transition électronique avec une énergie très importante, 300 000 joules. En infrarouge, c'est déjà des énergies qui sont beaucoup plus faibles, des mouvements de rotation, de vibration. On est à 12 joules. Et le phénomène RMN, c'est 12 millionièmes de joules par mol. Donc vraiment un phénomène qui demande très peu d'énergie. Qui traduit du coup le fait que l'onde électromagnétique qui nous intéresse est vraiment dans le domaine radio. Alors ce que l'on peut se demander, c'est quel va être le nombre d'atomes ou de molécules qui vont être dans l'état excité par rapport à celles qui vont être dans l'état fondamental. Et donc cette différence de population, on appelle ça une différence de population, est liée par l'équation de Boltzmann. Donc si on analyse cette expression, donc on voit qu'il y a d'abord c'est une exponentielle. Dans cette exponentielle, on va retrouver delta E. Donc on voit que plus la différence d'énergie est importante et plus au final le nombre de particules ou d'atomes qui vont être dans l'état excité est faible. Par contre, plus on va augmenter la température et plus ce nombre de particules dans l'état excité est important. En fait, ce terme kT correspond à ce qu'on appelle l'énergie thermique, l'énergie du mouvement brownien, c'est-à-dire l'énergie qu'on n'a pas besoin d'apporter par soi-même à un échantillon, puisque c'est juste le fait qu'il soit à une certaine température et qu'il lui amène cette énergie. Et ce que l'on voit, c'est qu'en fait, pour le phénomène Raman, il suffit très peu d'énergie pour passer d'un niveau à l'autre. Ce qui fait que lorsqu'on fait le calcul, on se rend compte que si on a 1 million de particules qui sont dans l'état excité, ça veut dire qu'il y en avait 1 064 000 qui étaient à l'état fondamental. Donc au final, sur 2 millions de particules, il y a juste qu'une différence de 64, donc ce qui est très très peu et ce qui laissait penser au départ que le phénomène RMN serait très difficile, voire impossible à observer. Et si on peut maintenant observer ce phénomène RMN, c'est qu'on a réussi à avoir des appareils qui sont très fins, des champs magnétiques très importants, et surtout après un traitement du signal grâce aux mathématiques qui permet d'aller détecter ou mettre en évidence ces faibles différences de niveau d'énergie. Donc regardons un peu plus près le phénomène RMN. Donc nous avons un proton qui est dans un champ magnétique H0, il s'est aligné le long du champ et il a une fréquence de précession oméga 0. Et lorsqu'on envoie une onde électromagnétique alors perpendiculaire au champ H0, et lorsque la fréquence de cette onde est la même que la fréquence de précession, eh bien on a un phénomène de résonance et donc notre proton va pouvoir passer de l'état avec plus 1,5 à l'état moins 1,5. Donc ça, c'est le phénomène RMN, donc on a absorption de l'onde électromagnétique. Et ce qui va être intéressant, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais ça sera aussi d'étudier la relaxation, c'est-à-dire le retour de l'état excité à l'état désexcité. Donc la mesure de ce temps de relaxation est souvent très utilisée lorsque l'on veut analyser un matériau. Par exemple ici, vous voyez, on a étudié la thermoélasticité d'un nylon, c'est-à-dire le fait que lorsque l'on augmente la température d'un plastique, ici le nylon, il va être plus facilement déformable jusqu'à éventuellement fondre. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'à basse température, on a un signal qui est plutôt large, et donc on a le nylon qui est plutôt rigide. Donc pour se relaxer, le proton doit fournir l'énergie qu'il avait en trop, ce qu'on va appeler le réseau, c'est-à-dire les molécules qui sont autour. Et donc si ces molécules sont solides, ça va être difficile de donner l'énergie. Au contraire, si ces molécules sont plus ou moins mobiles, c'est le cas donc des macromolécules lorsqu'on augmente la température, eh bien, ce transfert d'énergie sera plus facile. Donc on dit qu'on aura un temps de relaxation spin-réseau qui est plutôt court. Donc voilà comment on peut aussi donc analyser les matériaux grâce à la RMN. Une autre application de l'ARMN, si ce n'est peut-être la plus importante, c'est l'imagerie par résonance magnétique, qu'on appelle l'IRM. Alors vous voyez ici, on a enlevé le nucléaire puisqu'il faisait peur aux patients. C'était hors de question de faire entrer les patients dans un appareil où il y avait le mot nucléaire, ils auraient refusé. Donc ici l'échantillon, c'est tout simplement le corps humain que l'on va mettre dans un champ magnétique. On va envoyer là aussi des ondes radio et puis on va mesurer justement les temps de relaxation. Des protons, ça va être surtout des protons qu'on va retrouver dans l'eau, puisque vous savez que dans le corps humain, il y a une grosse quantité d'eau. Donc ce qu'on voit par exemple sur ce cliché, on voit ici l'image du cerveau. Donc déjà, on peut avoir une image du cerveau sans avoir à découper le cerveau, sans avoir à trépaner le patient, donc c'est déjà pas mal. Et on peut supprimer ici par exemple le signal de la graisse
Et on va voir apparaître donc des zones particulières et on pourrait par exemple voir apparaître plutôt une tumeur ou autre chose ou un endroit dysfonctionnant du cerveau. Donc ça, l'imagerie par résonance magnétique, une des applications majeures de la RMN, et les scientifiques biologistes considèrent que c'est la découverte majeure du XXe siècle au niveau de la médecine. Donc voilà ici le signal qui disparaît. Donc le phénomène a l'air assez simple, mais ce qu'on oublie, c'est qu'en fait notre proton, il n'est pas tout seul, et qui tourne autour du proton, on a un électron. Donc un électron, lui, il est chargé négativement, et une charge négative qui tourne dans un champ magnétique va induire à son tour un champ induit. C'est ce que l'on a représenté ici, et vous voyez qu'ici on a représenté ce champ à l'opposé, le sens est à l'opposé du champ magnétique de l'appareil. Ce qui fait qu'au final, notre proton, qu'on va mettre au centre, le champ magnétique qu'il reçoit vraiment, c'est le champ magnétique de l'appareil, H0, moins le champ magnétique qui a été induit. Donc, ce qu'on va appeler le champ efficace, c'est H0 moins H induit. Et si on considère que H induit est égal à sigma H0, sigma ce qu'on va appeler la constante d'écran, on voit que le H efficace est égal à H0 facteur de 1 moins sigma. Donc je reviens sur ce terme de sigma, constante d'écran, tout se passe un peu comme si l'électron était là pour protéger le noyau du champ extérieur, en créant un champ qui va aller dans le sens opposé. Donc le champ que voit le noyau est le plus souvent plus faible que le champ dans lequel il a été placé. D'où donnons cette constante d'écran sigma. Donc ce que l'on a fait, on a pris une molécule, le tétraméthylsilane, donc TMS, qui est l'une des molécules qui a la constante d'écran la plus grande, c'est-à-dire les électrons qui vont induire un champ très important. Et on a défini un terme qu'on va appeler delta, ce qu'on appelle le déplacement chimique. Et ce déplacement chimique, voilà comment on l'a défini, c'est la différence entre la fréquence à laquelle notre échantillon résonne, c'est-à-dire notre proton résonne, moins la fréquence à laquelle les protons du TMS résonnent. Alors cette différence, elle est en Hertz, et on va la diviser par la fréquence de l'oscillateur, c'est-à-dire par la fréquence de l'appareil. Ça va nous permettre de nous affranchir de la fréquence de l'appareil. Je vais y revenir après. Et alors cette différence de fréquence, elle est très très faible, c'est de l'ordre du millionième de Hertz, et donc pour avoir une valeur qui soit assez facilement utilisable, on la multiplie par 1 million, donc on la multiplie par 10 exposant 6, ce qui fait que l'unité de notre déplacement chimique, ça va être d parties par million. Donc je reviens sur ce que je viens de dire. En fait, on a divisé par la fréquence de l'oscillateur. En fait, on a normalisé par la fréquence de l'oscillateur notre différence de fréquence entre l'échantillon et le TMS. Et ça va rendre notre déplacement chimique indépendant de la fréquence de l'appareil. Si on ne faisait pas ça, on aurait des différences de fréquence qui seraient fonction de l'appareil. Et donc, on ne pourrait pas comparer des spectres qui auraient été obtenus sur des appareils différents. Donc ça c'est vraiment capital, quelque chose, ça risque d'être une question qu'on peut vous demander. Vraiment, le déplacement chimique est indépendant de la fréquence de l'appareil. C'est pour ça qu'on l'a vraiment marqué en rouge. Donc déplacement chimique indépendant de la fréquence de l'appareil. Même si c'est contre-intuitif, pour avoir cette indépendance, on a normalisé par la fréquence de l'appareil. Donc dans un spectre, l'axe des abscisses sera justement ce déplacement chimique, qui va aller de 0, valeur la plus à droite, à 10 et une quinzaine de déplacements chimiques. Et donc à 0, ce qu'on trouve, c'est le signal du TMS. Donc les protons qui vont subir un champ important, dû à leur électron, vont être blindés. On va parler de blindage, et ce blindage va être croissant lorsqu'on va vers le TMS. Au contraire, les protons qui vont subir un champ faible vont être dits des protons déblindés. Donc les protons blindés, ce sont des protons avec des faibles déplacements chimiques. Au contraire, on parlera de déblindage pour les protons qui ont un déplacement chimique plus élevé. Alors, est-ce que tous les protons qui sont sur une même molécule vont avoir le même signal? Alors, il faut espérer que non, bien sûr. Donc, on va d'abord commencer par les protons qui ont vraiment le même signal, qui vont sortir au même endroit sur le spectre. On dit que ce sont des protons isochrones. Donc, ils sont isochrones ou équivalents parce qu'ils ont le même environnement. Par exemple, si on regarde cette première molécule, nos protons qui sont sur le CH3 voient en quelque sorte la fonction Cn de la même manière.
la molécule de droite, au contraire, on voit que il y a un proton qui est en face du carbonyle, puis un autre qui est plutôt en face du chlore. Donc ils ne voient pas tout à fait la même fonction, la fonction COCl, avec le même angle. Mais ce qui se passe, ce qui n'est pas représenté ici sur le schéma, c'est qu'en fait, cette liaison CC, elle va tourner rapidement. Donc l'hydrogène qui était en face du carbonyle sera quelques nanosecondes plus tard en face du chlore, et ainsi de suite. Et donc comme cette rotation se fait très très vite, plus vite que le phénomène RMN lui-même, on va dire que ces protons sont équivalents. Dans l'absolu, ils ont, sur le long terme, le même environnement. Donc ils vont être isochrones, un seul signal. Alors de manière générale, c'est le cas pour tous les CH3. Les CH3 vont sortir sous la forme d'un seul signal. Lorsqu'on a une symétrie aussi, par exemple sur cette molécule, on voit qu'on a un axe de symétrie, un plan de symétrie qui passe par Cl, Cbr. Et nos deux hydrogènes ont aussi le même environnement. Ils voient le brome ou ils voient le chlore avec le même angle, avec le même environnement. Donc lorsqu'on a une rotation libre autour d'une liaison sigma, c'est le cas pour les CH3, tous les hydrogènes vont sortir au même endroit, on dit qu'ils sont isochrones. Lorsqu'on a un plan de symétrie, deux protons qui seraient symétriques vont aussi sortir au même endroit, vont avoir le même déplacement chimique, donc ils sont aussi isochrones. Donc ça va nous faciliter les choses puisqu'on n'aura qu'un seul signal plutôt que plusieurs. Alors, vous vous souvenez qu'en infrarouge, on pouvait attribuer des fréquences aux différentes fonctions chimiques. Eh bien, c'est un peu la même chose en RMN. Puisque si l'environnement d'un proton n'est pas le même, à cause de fonctions chimiques qui sont autour, son environnement électronique ne sera pas le même, et donc le champ magnétique induit par les électrons ne sera pas le même, donc des déplacements chimiques différents. Donc on voit par exemple qu'on a une première zone qui est assez facile à repérer sur un spectre entre 0 et 1 ppm. C'est là où on va retrouver les CH3, les CH2-alkyl, les CH et puis différentes fonctions chimiques. Alors, une zone qui est assez intéressante, c'est la zone entre 7 et 8 ppm, puisque c'est là où on va retrouver les hydrogènes du noyau aromatique. Et là, il y aura quasiment que les hydrogènes du noyau aromatique qui seront dans cette zone-là. Un peu plus loin, entre 9 et 10, les hydrogènes des aldéhydes. Entre 10 et 12, les hydrogènes de l'acide carboxylique. Par contre, entre 1 ppm et 5 ppm, là, on voit qu'on a une multitude de fonctions qui peuvent être présentes. Donc, ça sera un peu plus délicat, mais le plus souvent, en regardant le nombre de protons, on pourra retrouver bien qu'il s'agissait de CH2 ou de CH. Alors, pourquoi, justement, les hydrogènes n'ont pas tous le même déplacement chimique? Et qu'est-ce qui fait qu'ils vont être blindés ou déblindés? Vous avez, par exemple, ici le H donc, d'un aldéhyde, par exemple. Et on a représenté l'orbital pi dans lequel vont circuler les électrons qui sont dans la liaison CO, la liaison carbonyle. Et donc on voit qu'à l'intérieur de la liaison CO, le champ magnétique induit, il est plutôt à l'opposé du champ magnétique dans lequel on a placé la molécule, alors qu'à l'extérieur, ce champ magnétique est plutôt dans le même sens. Donc là, on va avoir en fait un champ magnétique induit qui va s'ajouter au champ magnétique dans lequel on a mis le proton. Donc on va parler de déblindage. Donc déblindage des protons aldéhydiques, c'est pour ça qu'ils sont autour de 9 et 10 ppm. Et le contraire ici, ce qu'on voit, lorsqu'on a une triple liaison, cette fois-ci, lorsqu'on est dans la molécule, eh bien, le champ induit est à l'opposé du champ magnétique. Et donc nos hydrogènes vont subir un champ magnétique induit à l'opposé du champ magnétique dans lequel ils ont été placés. Donc un blindage qui va se traduire par un déplacement chimique entre 2,5 et 3,5 ppm. Voici ici par exemple le cas du noyau aromatique. Dans le noyau aromatique, vous voyez ici les lignes de champ. Donc lorsqu'on est à l'intérieur du noyau aromatique, on a plutôt un blindage. Et lorsqu'on est à l'extérieur, on a plutôt un déblindage. C'est ce que l'on voit ici, d'où le déplacement chimique du noyau aromatique compris entre 6 et 9 ppm. Donc, première information que l'on peut retirer d'un spectre RMN, c'est les déplacements chimiques des différents groupes de protons nous renseignent sur les fonctions chimiques que l'on va retrouver dans la molécule. Deuxième élément intéressant, ça va être l'intégration. L'intégration, c'est un peu la hauteur des pics. Donc voilà ce que l'on a représenté ici. Vous avez deux pics. Un pic qui va être dû à une fonction alcool, OH, et un pic qui va être dû à une fonction méthyle, CH3. Et donc ce que l'on a mesuré, c'est la surface sous le pic.
Et cette surface, elle est proportionnelle au nombre de protons qui sont à l'origine du signal. Donc on mesure cette surface. Alors à l'époque, on le faisait avec des tables traçantes qui mesuraient le signal, qui traçaient ces sortes d'intégrales, et puis avec un double décimètre, on mesurait de combien l'intégrale avait évolué, avait grandi. Et par exemple, ici, on a 7 mm. Donc c'est une intensité de 7 mm. Pour les CH3, on a mesuré une intégrale de 20 mm. Et si on fait le rapport entre 20 et 7, on trouve à peu près 3. Effectivement, il y a 3 fois plus de protons dans un CH3 que dans un groupement alcool. Au passage, vous voyez ici qu'on trouve 3,1 et non pas 3. La RMN, on dit que c'est précis à peu près à 10% près. Donc lorsqu'on veut mesurer des quantités, on donne cette fourchette de 10%. Alors ça va dépendre quand même de votre échantillon, de la puissance de l'appareil, mais cette fourchette de 10% est généralement admise.